Si ça continue, au rayon philosophe médiatique, Michel Onfray va finir par sérieusement concurrencer notre BHL national. Depuis quelques semaines, il est partout, dans les journaux, à la télévision. Son dernier fait d'armes, un pavé de 600 pages qui démonte Sigmund Freud, le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. Pour vous, Freud ne serait qu'un mensonge, une illusion ? Mensonge, oui, illusion, sûrement pas, mais enfin une légende fabriquée par lui de son vivant, à coup de destruction de preuves, de lettres, à coup de mensonges repris par des hagiographes, des gens qui faisaient des biographies très élogieuses de lui. Oui, c'est rempli de fables et de mensonges, c'est une mystification. Autant dire que du côté des psychanalystes, la réplique ne s'est pas faite attendre pour défendre le divan du bon docteur Freud. C'est pas nouveau du tout. Depuis 1914, ça se fait. Moi, j'ai des bouquins comme ça qui jusqu'à maintenant, montrent la suite de tous ceux qui ont écrit. Vous avez eu, entre autres, alors, en 26, Léon Daudet. L'Action française, antisémite, qui dit Freud est une ordure, Freud, vraiment, c'est la lie de l'humanité, etc. J'ai dans ma bibliothèque un bouquin « Faut-il fusiller les psychanalystes ?» C'est une bonne question. Je pense que vous voyez que Michel Onfray a encore beaucoup à apprendre. Mais manque de peau pour les Freudiens, c'est dans le livre noir de la psychanalyse que Michel Onfray a tout appris. Un brûlot sorti il y a 5 ans, dont l'ancien directeur du Nouvel Observateur se souvient encore. Les prédécesseurs d'Onfray, qui étaient les auteurs de ce qu'on appelait le livre noir de la psychanalyse, donc qui étaient d'autres écoles ou qui étaient de toutes sortes d'écoles philosophiques et qui critiquaient Freud, quand j'ai sorti ça à la une de l'Observateur, ça a été le même tir de barrage, mené par Elisabeth Roulinesco en tête, et puis un certain nombre de psychanalystes qui ont commencé à pilonner en disant ce sont des gens louches qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques ou qui veulent établir un contrôle des consciences, ou bien qui sont liés à des intérêts américains, ou même qui sont louches, antisémites, liés à l'extrême droite. La même rhétorique, mot pour mot pratiquement, a été utilisée à l'époque. Une rhétorique difficilement applicable aux fondateurs de l'Université populaire de Caen, résolument à gauche, résolument athée, qui n'aiment rien tant que dynamiter nos divinités au ciel comme sur la terre. C'est une pensée magique, la pensée de Freud. Et puis si vous faites un tour à Lourdes, je vous invite à y faire un petit tour, vous verrez qu'il y a des béquilles accrochées à la grotte de Lourdes. C'est pas la preuve de l'existence de Dieu. Mais ça veut dire pour vous que dans la psychanalyse, tout est acheté ? Non, je dis pas ça, je dis que toutes les thérapies procèdent de l'effet placebo. C'est-à-dire que vous avez des gens qui avalent du sucre et qui prétendent que ça les guérit, on appelle ça l'homéopathie, et vous avez 30% d'effet placebo. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 30% d'effet placebo avec la psychanalyse. Et sur environ 8 millions de Français pratiquant le canapé, cela fait tout de même pas mal de monde pour assurer de beaux jours au complexe d'Oedipe et au merveilleux monde de l'inconscient. Serge Effez, Jean Cotreau, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Céline Joly à propos de la polémique suscitée par le livre de Michel Onfray, paru chez Grasset, Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. On peut dire que c'est une remise en question radicale, à la fois de la personnalité de Freud et ses travaux. Alors, on a appelé ça un pavé dans l'inconscient, on verra ce que vous en pensez, et qui nous amène à nous poser la question, Freud était-il un imposteur ? Alors j'ai souhaité en parler avec vous, messieurs. Serge Effez, vous êtes psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Salpêtrière. Vous êtes chroniqueur pour le magazine Psychologie. Vous tenez un blog dans Libération et vous publiez « Pourquoi je suis devenu psy » chez Bayard. Jean Cotreau, vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Alors dites-moi un peu vos titres parce qu'ils sont conséquents. Psychiatre des hôpitaux, chargé de cours à l'université Lyon 1. D'accord. Alors vous êtes un des contributeurs de ce livre noir de la psychanalyse qui a fait beaucoup de bruit en son temps et qui est réédité, toujours sous la direction de Catherine Meyer. Et vous avez également publié chez Odile Jacob, À chacun sa créativité, Einstein, Mozart, Picasso et nous. Et d'ailleurs, vous avez un chapitre sur Freud et sur sa créativité, dans lequel vous parlez d'une créativité de synthèse. Vous nous expliquerez ce qu'il en est, puisqu'on reproche beaucoup à Freud d'avoir, j'allais dire, picoré un petit peu partout dans l'existant de son temps. Le mot est faible. Voilà, le mot est faible. Vous êtes tourné vers ces fameuses TCC, ces théories cognitives et comportementales. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des thérapies, ce ne sont pas uniquement des théories. Oui, bien sûr. Donc ce sont des thérapies qui sont fondées sur la psychologie scientifique, les principes de l'apprentissage, et qui ont apporté des résultats significatifs ces 30 dernières années, avec plus d'1 millier d'études,
qui permettent d'asseoir la notion d'efficacité de ces psychothérapies. D'accord, voilà. Au centre de ce débat, il y a le livre de Michel Onfray. J'ai envie de vous demander tout de suite, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en avez pensé, Serge Effez, alors de ce livre? J'ai pensé que c'était dommage, si on a envie de critiquer la psychanalyse, pourquoi pas, de revisiter ses théories, que c'était dommage de s'attaquer de cette façon à l'homme Freud, à ce qu'il était, comme si par exemple le fait de savoir si Freud avait couché avec sa belle-sœur ou pas avait une importance quelconque par rapport à, je dirais, aux immenses avancées théoriques que cet homme a apportées, comme si le fait de s'interroger sur savoir si Freud était fasciste ou pas, antisémite ou pas, avait un sens quand on connaît l'extrême humanisme de cet homme et tout ce qu'il a fait durant toute sa vie pour lutter justement contre un certain fascisme et un certain obscurantisme. Je dirais que c'est un pavé dans la mare, mais qui est mal jeté, mal mené, qui intéresse visiblement beaucoup les médias, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire et à reprendre et à mettre en perspective de l'œuvre de Freud. Alors Jean Cotreau, vous êtes d'accord avec cette idée que ça n'a pas d'intérêt? Alors non, je pense que justement ce que fait Onfray, c'est de mettre en perspective l'œuvre de Freud, ce qui avait déjà été fait par le Livre Noir, et de montrer d'une part les falsifications freudiennes, ce qui est quand même un point important, c'est qu'il a falsifié ses cas à plusieurs reprises, inventé des cas qui n'existaient pas, dit que des cas qui étaient guéris alors qu'ils ne l'étaient pas, et a propagé finalement une image assez inflationniste de lui-même. En réalité, le problème de la psychanalyse, pourquoi est-ce qu'on critique l'homme Freud? Parce que la psychanalyse est une science testimoniale, c'est-à-dire qu'il y a un prophète, sans Dieu, hein, il y a un prophète qui dit « tout repose sur ce que j'ai vu, mon auto-analyse, sur mes propres inventions ». Or, en réalité, Freud a énormément puisé dans les autres thérapeutes de son temps, qu'il a abondamment pillé, et il a mis en scène et en perspective, et c'est là peut-être où est son génie, je pense, le génie de Freud, c'est d'avoir fabriqué, finalement de rien, la notion que la psychanalyse était valable sur le plan scientifique, et comme elle était valable sur le plan scientifique, elle était aussi valable sur le plan philosophique. Et il faut voir la défense que font les psychanalystes sur ce problème. C'est comme si on avait à peu près nié l'Immaculée Conception. Hein. Mais ça, vous savez, cette histoire de prophète et d'Immaculée Conception, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire que, pour moi, la psychanalyse, c'est pas ça du tout. La psychanalyse, d'abord, c'est une œuvre écrite, c'est une œuvre littéraire, et c'est une œuvre qui est lue par des millions de personnes dans le monde à l'heure actuelle, qui ne se représentent dans aucune chapelle, qui ne se représentent pas comme étant des dévots du prophète, mais qui sont des gens qui trouvent dans ces textes une matière féconde qu'ils transforment, qui leur sert dans leur pratique, qui leur sert dans leur pratique quotidienne avec des patients, des enfants et des adultes, c'est mon cas, même parfois en dehors de la pratique stricte de la psychanalyse, puisque je suis aussi thérapeute familial, mais la psychanalyse a quelque chose qui me sert dans ces contextes-là. Et ces gens-là ne sont pas des dévots, c'est pas des gens qui appartiennent à des chapelles, c'est pas des gens qui baisent les pieds de Freud tous les matins à leur réveil. Alors mais juste, Jean Cotreau, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, le complexe d'Oedipe, l'inconscient. Qu'est-ce qui appartient à Freud, qu'est-ce qui n'y appartient pas? Parce que vous avez parlé de ces différents emprunts. Ce qui n'appartient pas à Freud, c'est l'inconscient. Parce que l'inconscient a été décrit de façon remarquable avant lui, sur le plan simplement... Pierre Janet et aussi Charcot. Charcot, on a retrouvé une lettre récemment de Charcot, il parle d'inconscient. Donc Freud, à cet égard, n'a pas découvert d'inconscient, et là il faut être extrêmement clair, il s'est attribué cette découverte. Ce que Freud a découvert, ou ce qu'il a essayé de propager, c'est la notion de complexe d'Édipe, et c'est pourquoi qu'on parle autant de Mina, on est dans une situation triangulaire. Mais alors ce complexe d'Édipe, vous dites, c'est simplement un problème personnel qu'il a, j'allais dire, avec sa mère, dont il essaie de faire une névrose universelle. On peut peut-être pas aller jusque-là, mais on peut dire quand même qu'il y a une énorme projection personnelle dans cette histoire. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Ah ben, c'est d'autant moins le moins qu'on puisse dire que justement la psychanalyse, c'est ça. C'est-à-dire la psychanalyse, c'est justement comment un psychothérapeute s'utilise lui-même, utilise ses propres ressources, utilise sa propre histoire, utilise finalement une exploration qu'il a pu faire de lui-même pour aider un certain nombre de patients à se livrer à la même exploration. C'est-à-dire qu'on devient un espèce d'instrument, on devient comme un violon dont nous savons jouer et qui rentre en résonance avec les patients. La grande invention de Freud, c'est pas le complexe d'Oedipe, c'est toute la question du transfert, c'est-à-dire c'est toute la question du lien
à un thérapeute et comment c'est une relation, et une relation humaine, une relation affective, je pourrais presque dire une relation amoureuse, qui est à la base même de la relation thérapeutique, et comment c'est cette relation, bien davantage que des concepts, et bien davantage qu'une science, qui va permettre à un patient de se désaliéner par rapport à sa propre histoire. Alors, Jean Cotreau, vous avez parlé au début de tous ces mensonges que Freud aurait fait sur ces guérisons, sur des cas qui se sont avérés par la suite avoir été manipulés par Freud. De quoi vous parlez en l'occurrence? Eh bien, on a repris toutes les 5 psychanalyses, on a repris les 18 cas soi-disant que Freud avait affirmé avoir guéri de l'hystérie n'existe pas. Le plus long suivi qu'on ait de psychanalyse, c'est l'homme au loup, qui est mort à 92 ans et qui a été interviewé par une journaliste, Karina Bolzer, qui n'avait jamais été guérie par des années et des années de psychanalyse. Alors moi je veux bien que ce que vous dites globalement, dire la relation c'est important en thérapie, je souscris entièrement. L'alliance thérapeutique c'est aussi une idée de Freud, elle n'est pas mauvaise. Le divan, c'est probablement pas la position idéale pour faire une psychothérapie, puisqu'on perd l'empathie, justement. L'empathie, c'est ce qui se passe, vous voyez, entre nous en ce moment. On se regarde. Pas que. Alors, le divan, vous supprimez le contact visuel. Il y a énormément de choses qui passent. Vous supprimez le contact visuel, vous allongez le client, il ne voit pas le thérapeute et tout passe par le langage. Et là, je pense que techniquement, vous en êtes tous bien revenus. D'ailleurs, vous, psychanalystes, puisque vous faites autre chose. Vous ne faites pas de psychanalyse, vous faites de la thérapie familiale. On sait que la thérapie familiale marche. Le rapport INSERM, on a dit que ça marche. Non, mais je fais aussi des psychanalyses. Allongées. Oui, certaines. Oui, absolument. Mais messieurs, là, je vais vous arrêter. Est-ce qu'on n'est pas justement en présence, là, vous y êtes peut-être, de cette confrontation, ou même de cet affrontement entre l'analyse et les thérapies comportementales et cognitives? Est-ce qu'il n'y a pas une bagarre, j'allais dire, entre ces deux quasiment écoles ou deux approches? Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une bagarre qui est mal posée. Moi, j'ai le plus grand respect pour les thérapies comportementales et cognitives. Je ne les attaque pas et j'écrirai jamais un livre noir contre les thérapies comportementales et cognitives. La réalité, c'est que toutes ces approches ont un sens, toutes ces approches ont des indications, toutes ces approches ont des validités et qu'il s'agit de savoir les poser au bon moment. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je reçois un patient qui vient pour une psychanalyse. La première chose dont il parle, c'est une phobie des avions. Je dis, écoutez, si vous souffrez d'une phobie des avions, c'est peut-être pas moi qu'il faut venir. Moi, je peux vous adresser chez quelqu'un qui va vous soigner cette phobie des avions en quelques séances. Et puis, il commence à rentrer dans son histoire, sur le deuil de son père, sur une enfance extrêmement difficile, sur des répétitions dans lesquelles il est pris. Et là, je commence à lui expliquer les choses. Je lui dis, si vous voulez travailler réellement sur ce qui se passe dans votre inconscient autour de ces répétitions et qui vous invalide aujourd'hui dans vos rapports aux autres, on peut s'engager ensemble dans une thérapie qui va être longue, mais qui va prendre en compte tout ça. Si vous êtes intéressé par pouvoir prendre l'avion pour la Chine comme vous voulez le faire, je peux vous adresser à quelqu'un d'autre qui va vous soigner. Est-ce que, si on imagine l'individu comme étant un iceberg avec cette partie émergée, cette partie immergée, est-ce qu'on pourrait dire que les thérapies cognitives s'intéressent à la partie émergée et l'analyste à la partie immergée? Non, mais je vous pose la question, car j'ai déjà vu ces simplifications. La de ce thérapie genre. cognitive a ses théories de l'inconscient aussi, qui est une théorie des schémas cognitifs, qui peuvent être profonds, subconscients, qu'on fait émerger progressivement, mais on ne s'embarrasse pas de problèmes comme le complexe d'Édipe, et je crois que c'est là où est la pierre d'achoppement du freudisme. J'ai envie de me demander, Serge Fess, est-ce que, en fin de compte, Freud n'est pas vainqueur de tout ça, puisque aujourd'hui, on ne peut pas penser la psychologie contre ou avec Freud? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il sort plutôt vainqueur de tout ça, parce qu'au fond, ça veut dire qu'on peut donner des coups de massue sur la statue de l'idole, qu'on peut critiquer un certain nombre de choses qu'il a écrites. Et j'ai été un des premiers d'ailleurs à critiquer Freud. Encore une fois, je n'ai pas une adoration absolue pour tout ce que Freud a écrit, mais il y a quelque chose de lui qui reste extrêmement vivant et extrêmement actif dans ses écrits un siècle et demi plus tard, et qui continue encore une fois, de passionner un très très grand nombre de gens qui sont des philosophes, qui sont des anthropologues, qui sont des psychanalystes, qui ne sont pas que des gens qui s'intéressent à la question de la psychothérapie, parce qu'il y a une terre qui est éminemment féconde et éminemment transformable. Moi, je pense vous pensez que l'avenir est aux thérapies cognitives comportementales? Je pense que l'avenir est aux psychothérapies validées et fondées sur la science. Peu importe qu'elle s'appelle thérapie cognitive ou comportementale, on s'en fout. Je pense que la psychanalyse a vécu son temps quand même. Et en fait, on peut se poser la question, pourquoi ça durait autant?
Bien, je pense que c'est justement l'organisation, c'est là où Freud s'avère créatif. C'est un grand communicant qui a su mettre sa marque, qui a eu son logo, Édipe. Et qu'est-ce qui se passe en même temps? Vous voyez la religion décliner, vous voyez la psychanalyse monter, la courbe se croise dans les années 60 à peu près en France. La France a été confite en religion et elle a été ensuite confite en psychanalyse. Maintenant, elle est plutôt en déconfiture. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais me permettre, Serge Effès, il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'a utilisée Philippe Grimbert, qui est psychanalyste et écrivain. La psychanalyse ne guérit pas, elle sauve. Elle sauve de quoi? Voilà, ce sera votre question de conclusion. Serge Effès, pourquoi je suis devenu psy? C'est chez Bayard. Le livre noir de la psychanalyse, nouvelle édition, toujours dirigé par Catherine Meyer et dont Jean Cotreau est un contributeur. Et Jean Cotreau a chacun sa créativité, Einstein, Mozart, Picasso et nous, et également et Freud, c'est chez Odile Jacob. Messieurs, merci. Merci bien, monsieur. Merci.